Comme monsieur le duc de Saône ne venait jamais voir sa femme le soir, elle recevait l'abbé de Voisonnon. Il s'y trouvait une nuit dans un négligé, ma foi, assez embarrassant, lorsque tout à coup on entend venir le duc. « Oh, mon Dieu, nous sommes perdus !» s'écrie madame de Saône. « Mais non, nous sommes sauvés !» reprend le petit abbé plein de sang-froid. « Nous sommes sauvés, si vous voulez bien faire semblant de dormir. » Et l'abbé se met à lire tranquillement. Le duc paraît à la porte, l'abbé, le doigt sur la bouche, lui fait signe de se taire et d'approcher sans bruit. Dès qu'il fut près du lit, « Vous êtes témoin, monsieur le duc, que j'ai gagné le pari. Madame la duchesse, qui se plaint de ne jamais dormir, a gagé ce soir que je n'oserais pas venir dans sa chambre à 1h du matin. J'ai renchéri et j'ai dit que je me placerais dans son lit. Et m'y voici. Mais il est déjà 1h du matin, répond le mari. Et il alla consulter une pendule dans la chambre voisine. Après quoi, toujours dans un profond silence, l'abbé se leva, se rhabilla et sortit avec monsieur de Saône. Victor avait le défaut d'aimer beaucoup Madame Lavenel, femme d'un espion qui a 40 000 livres de rente et qui a la charge de rendre compte aux Tuileries des actions et des propos du général Lafayette. Le comique, c'est que le général Benjamin Constant prend ce monsieur de Lavenel comme confident pour ses idées libérales. Sa femme était si libertine, si amoureuse de l'homme physique, qu'elle acheva de me dégoûter des propos libertins en français. J'adore ce genre de conversation en italien. Dès ma première jeunesse, sous-lieutenant au 6e dragon, il m'a fait horreur dans la bouche de Madame H, la femme du capitaine. Cette Madame Lavenel est sèche comme un parchemin, et d'ailleurs sans nul esprit, et surtout, mais sans passion, sans possibilité d'être émue autrement que par les belles cuisses d'une compagnie de grenadiers défilant dans le jardin des Tuileries en pantalon de casimir blanc. J'aime bien sa manière de parler. Le curé n'était point vieux. La servante était jolie. On jasait. Ce qui n'empêchait point un jeune homme d'un village voisin de faire la cour à la servante. Un jour, il cache les pincettes de la cheminée de la cuisine dans le lit de la servante. Quand il revint 8 jours plus tard, la servante lui dit « Dites-moi où vous avez mis mes pincettes, que j'ai cherché partout depuis votre départ. C'est une bien mauvaise plaisanterie. » Le jeune homme l'amant l'embrassa, les larmes aux yeux, et s'éloigna. Oui, ça va bien. On a raconté devant moi le singulier suicide d'une jeune protestante de Grenoble. Elle avait les plus beaux yeux du Dauphiné, mais passait pour être un peu légère. C'est-à-dire que, dans ses jours de gaieté, elle ne refusait pas à certains jeunes gens de ses amis de se promener avec elle devant la boutique de sa mère. Ce qui passait pour un grand crime aux yeux du voisinage, très disposé déjà à la haïr à cause de sa religion. Rien de plus innocent, comme la suite le prouve. Victorine avait un caractère vif, gai, connu dans tout le faubourg. Elle se laissait facilement entraîner par la joie. Un jeune voisin d'un caractère sombre, catholique de religion, et qui la blâmait d'abord avec emportement, devint éperdument amoureux d'elle. D'abord, la jeune femme se moqua de lui, puis elle l'aima. Les parents du jeune homme se sont refusés avec indignation à ce mariage avec une jeune fille d'une gaieté si suspecte, et d'ailleurs protestante. Les jeunes gens ont employé tous les moyens pour faire fléchir la famille. Mais
sans succès. Ensuite, ils ont eu une idée, maintenant si simple, se tuer. La veille du jour, qui devait être le dernier, le jeune homme apporte 100 francs au chirurgien, en lui disant ses propres paroles. J'aurai un duel un de ces jours. Si je succombe, donnez-moi votre parole de faire l'autopsie des cadavres. Cela est essentiel à la paix de nos derniers moments. Vous êtes un homme de sens et vous me comprendrez dans 3 jours. Rappelez-vous que je compte sur votre honneur et c'est l'honneur qui me fait parler. Le chirurgien, qui n'entendait rien à ce langage, le crut revenu à ses anciennes idées de mysticité. Les pauvres jeunes gens ont loué une chambre où on les a trouvés asphyxiés. La jeune fille avait dit la veille en pleurant « Un jour, on reconnaîtra que j'ai toujours été sage. » C'est sur quoi l'autopsie du cadavre ne laissa aucun doute. On a trouvé sur elle une lettre touchante, dont on montrait la copie. En voici la phrase. « Je serai oubliée, aussitôt qu'enterrée. Mais avant cet oubli final d'une pauvre fille trop malheureuse, j'espère qu'on dira dans tout Trécloître, Victorine fut parfaitement sage. » Très très beau, hein. C'est beau, hein? C'est rare qu'il traite un sujet aussi dramatiquement. Alors là, un bref mot d'introduction quand même pour le texte qui va suivre. Nous sommes en 1793, en pleine tourmente révolutionnaire. Lyon, ville royaliste, s'est révoltée, s'est insurgée contre la Convention. Les troupes républicaines ont repris la ville de vive force. C'est l'heure de la répression contre les royalistes. Après la prise de Lyon, on conduisait une cinquantaine de Lyonnais attachés par les bras, 2 à 2, jusqu'à la plaine de Brotteaux, où on devait les fusiller. Tout en marchant, un de ces braves gens parvient à délier à moitié son bras droit qui était lié au bras gauche de son compagnon d'infortune. « Achevez de vous délier, dit-il à mi-voix, et à la première rue que nous rencontrerons, sauvons-nous à toute vitesse. »« Oh, que dites-vous là ?» répond le compagnon indigné. « Mais enfin, vous allez me compromettre. » Ce petit mot peint le courage mouton de l'époque et la petite quantité de présence d'esprit dans les dangers qu'une civilisation étiolée avait laissée aux Français. Ce n'est point ainsi qu'on en agissait pendant les guerres de religion. Relisez les naïfs et aimables journaux de l'époque de Henri III ou de Henri IV. On dirait vraiment un autre peuple. Mon grand-père était mon camarade, sérieux et respectable. Mon ami auquel je disais tout était un garçon fort intelligent, nommé Lambert, valet de chambre de mon grand-père. Mes confidences ennuyaient souvent Lambert, et quand je le serrais de trop près, il me donnait une petite calotte bien sèche et proportionnée à mon jeune âge. Je ne l'en aimais, comment tu peux le couper un peu? Je ne l'en aimais, c'est insupportable, impossible à dire. T'as du travail, J'arrête pas, je ne l'en aimais que davantage. Son principal emploi, qui lui déplaisait fort, était d'aller chercher des pêches à Saint-Vincent, près de Fontanil, domaine de mon grand-père. Il y avait près de cette chaumière que j'adorais, des espaliers fort bien exposés qui produisaient des pêches admirables, magnifiques. Il y avait des treilles qui produisaient d'excellents lardons, oui, ou une sorte de chasse-là. Celui de Fontainebleau n'en est qu'une pâle copie. Tout cela arrivait à Grenoble, dans 2 paniers placés à l'extrémité d'un bâton plat, et ce bâton se balançait sur l'épaule de Lambert,
qui devait faire ainsi les 4000 qui séparent Saint-Vincent de Grenoble. On dit 1000 ou Marie? On dit 1000. Si. On dit 1000 en français, oui, c'est 1000, oui. À l'époque, c'était 1000. Lambert avait de l'ambition, il était mécontent de son sort. Pour l'améliorer, il entreprit d'élever les vers à soie. À l'exemple de ma tante Séraphie, qui s'abîmait la poitrine en faisant des vers à soie à Saint-Vincent. Pendant ce temps-là, je respirais. La maison de Grenoble, dirigée par mon grand-père et la sage Élisabeth, devenait agréable pour moi. Je me hasardais quelquefois à sortir sans l'indispensable compagnie de Lambert. Ce meilleur ami que j'eusse avait acheté un mûrier près de Saint-Joseph. Il élevait des vers à soie dans la chambre de quelques maîtresses. En ramassant ou cueillant lui-même les feuilles de ce mûrier, il tomba. On nous le rapporta sur une échelle. Mon grand-père le soigna comme un fils, mais il y avait commotion au cerveau. La lumière ne faisait plus d'impression sur les paupières. Il mourut au bout de 3 jours. Il poussait dans le délire qui ne le quitta jamais, des cris lamentables qui me perçaient le cœur. Je connus la douleur pour la première fois de ma vie. Je pensais à la mort. L'arrachement produit par la perte de ma mère avait été de la folie où il entrait à ce qu'il me semble beaucoup d'amour. La douleur de Lambert fut de la douleur comme je l'ai éprouvé tout le reste de ma vie, une douleur réfléchie, sèche, sans larmes, sans consolation. J'étais navré et sur le point de tomber, ce qui fut vertement blâmé par Séraphie. En entrant 10 fois le jour dans la chambre de mon ami, dont je regardais la belle figure, il était mourant et expirant. Je n'oublierai jamais ses beaux sourcils noirs et cet air de force et de santé que son délire ne faisait qu'augmenter. Je le voyais saigner. Après chaque saignée, je voyais tenter l'expérience de la lumière devant les yeux. J'ai vu, une fois, en Italie, une figure de Saint Jean regardant crucifier son ami et son Dieu, qui tout à coup me saisit par le souvenir de ce que j'avais éprouvé 25 ans auparavant à la mort du pauvre Lambert. C'est le nom qu'il avait pris dans la famille après sa mort. Je pourrais remplir encore 5 ou 6 pages de souvenirs clairs qui me restent de cette grande douleur. On le cloua dans sa bière, on l'emporta. Sunt lacrimae rerum. Le même côté de mon cœur était ému par certains accompagnements de Mozart dans Don Juan. Qui se souvient de Lambert aujourd'hui autre que le cœur de son ami? J'irai plus loin. Qui se souvient d'Alexandrine, morte en janvier 1815, il y a 20 ans? Qui se souvient de Méthilde, morte en 1825? Ne sont-elles pas à moi? Moi qui les aime mieux que tout le reste du monde? Moi qui pense passionnément à elles 10 fois la semaine et souvent 2 heures de suite. Je me suis promené ce matin avec un beau jeune homme fort instruit et parfaitement aimable. Il écrivait ses confessions, et avec tant de grâce, tant de subtilité, que son confesseur le lui a défendu. Vous jouissez une seconde fois de vos péchés en les écrivant ainsi. Dites-les-moi plutôt de 10 fois. J'ai ennobli et par la suite désennuyé ma journée en montant sur le bateau à vapeur à 8 heures, au moment où personne ne pouvait se tenir sur le pont. Le vent violent, en venant par rafale, me jetait la pluie au visage.
Il me fallait constamment tenir mon chapeau d'une main. Cette baie de Toulon, grande comme un petit lac, était aussi agitée qu'elle pouvait l'être. Et cependant, pour tout dire, le bâtiment n'a pas dansé. Mais il nous a fallu 1 heure pour gagner la jolie petite ville de la Seine. J'ai été amusée par la galanterie d'un matelot transi avec une fort jolie femme de la classe du peuple aisé que la chaleur avait chassée de la chambre d'en bas avec une de ses compagnes. Il l'a couverte d'un voile pour l'abriter un peu, elle et son enfant. Mais le vent violent s'engouffrait dans le voile et le dérangeait. Lui chatouillait la belle voyageuse et la découvrait en faisant semblant de la couvrir. Il y avait beaucoup de gaieté, de naturel et de grâce dans cette action qui a duré 1 heure. Ceci se passait à 1,5 pied de moi. L'ami non galantisé faisait attention à moi et me disait « Ce monsieur se mouille !» J'aurais dû parler avec elle. C'était une belle créature. Mais la vue de la grâce me faisait plus de plaisir. La belle prévenait le matelot quand elle le pouvait. À une de ses premières galanteries, qui était un mot à double entente, elle lui a répondu vivement « Merde !» La belle prévenait le matelot quand elle le pouvait. À une de ses premières galanteries, qui était une phrase à double entente, elle lui a répondu vivement « Merde !» Moi, le 28 juin, vers 4 heures, par une soirée superbe, comme le bateau remontait rapidement la Loire, passait en revue les maisons de campagne et les longs fils de saules et d'acacias monotones qui peuplent les environs du fleuve, on arrête la machine pour donner audience à un petit bateau qui amène des voyageurs. Le premier qui paraît sur le pont est un prêtre, en petit collet. Ensuite viennent 2 dames, 2 femmes plus ou moins âgées. La 4e personne était une jeune fille de 20 ans avec un chapeau vert. Je suis resté immobile et ébahi à la regarder. Ce n'était rien moins qu'une des plus belles têtes que j'ai rencontrées de ma vie. Si elle ressemble à quelques parangons de beauté déjà connus, c'est à la plus touchante des vertus, sculpture de Michel Colomb, qui a orné le tombeau du duc François à la cathédrale de Nantes. J'ai jeté mon cigare dans la Loire, apparemment avec un mouvement ridicule de respect, car les femmes âgées m'ont regardé. Leur étonnement me rappelle à la prudence et je m'arrange de façon à pouvoir contempler la vertu de Michel Colomb sans être contrarié par le regard méchant des êtres communs. Mon admiration s'est constamment accrue tout le long qu'elle a passé dans le bateau, tout le temps qu'elle a passé dans le bateau. Le naturel, la noble aisance, provenant évidemment de la force du caractère et non de l'habitude d'un rang élevé, l'assurance décente, ne peuvent assez se louer. Cette figure est à milieu de la petite affectation des nobles demoiselles du faubourg Saint-Germain, dont la tête change d'axe vertical à tout moment. Elle est encore plus loin de la beauté des formes grecques. Les traits de cette belle Bretonne au chapeau vert sont au contraire profondément français. Quel charme divin! N'être la copie de rien au monde, donner aux yeux une sensation absolument neuve. Aussi mon admiration ne lui a pas manqué, j'étais absolument fou. Les 2 heures que cette jeune fille a passées dans le bateau m'ont semblé 10 minutes. À peine ai-je pu former ce raisonnement.
Mon admiration est fondée sur la nouveauté. Je n'ai pu avoir d'autre sensation que l'admiration la plus vive, mêlée d'un profond étonnement, jusqu'au moment où cette demoiselle, accompagnée par les 2 jeunes femmes et du prêtre, est débarquée à Nantes avec tout le monde. Enfin, ma raison me disait, bon, il faut parler de la première chose venue à l'ecclésiastique. Et que bientôt je me trouve... Ah ouais, attention. Enfin, ma raison me disait qu'il fallait parler de la première chose venue à l'ecclésiastique et que bientôt je me trouverais en conversation réglée avec les dames. Je n'en ai pas eu le courage. Il eût fallu me distraire de la douce admiration qui échauffait mon cœur pour songer aux balivernes polies qu'il convenait d'adresser au prêtre. J'avoue qu'au moment du débarquement, j'ai eu à me faire violence pour ne pas suivre ces dames de loin, ne fût-ce que pour avoir quelques instants de plus les rubans verts du chapeau. Le fait est que pendant 2 heures, je n'ai pu trouver un défaut à cette figure céleste, ni dans ce qu'elle disait, et que j'entendais fort bien, une raison pour la moins aimer. Alors, voilà. Le motif souverain qui, à tort ou à raison, m'a détourné de l'idée de suivre un peu ces dames, c'est que je voyais très bien que la demoiselle au chapeau vert s'était aperçue de l'extrême attention que je cherchais pourtant à cacher autant qu'il était en moi. Tôt ou tard, il eût fallu s'en séparer, et sans son estime. Les traits de la Vénus de Milo expriment une certaine confiance, noble et sérieuse, qui annonce bien une âme élevée, mais peut s'allier avec l'absence de finesse dans l'esprit. Il n'en était pas ainsi chez ma compagne de voyage. On voyait que l'ironie était possible dans ce caractère. Et c'est, je crois, ce qui me donna tout de suite l'idée d'une de ces statues de Michel Colomb. Cette possibilité de voir le ridicule qui manque à toutes les héroïnes de romans, n'ajoutait-elle pas un prix infini au mouvement d'une grande âme, tel que la conversation ordinaire peut les exprimer? Cette physionomie me renvoyait bien loin le reproche de niaiserie, ou du moins d'inaptitude à comprendre que fort souvent la beauté grecque ne s'occupe pas assez de chasser de l'esprit du spectateur. C'est là, selon moi, le grand reproche auquel la suite des siècles l'a exposé. À quoi elle pourrait répondre qu'elle a voulu plaire aux Grecs de Périclès, et non pas à ces Français qui ont lu les romans de Crébillon. Mais moi, qui naviguais sur la Loire, je les ai lus, ces romans, et avec le plus vif plaisir. Il y a 3 ans qu'à Lerche, une des plus pittoresques petites villes de France et des plus singulièrement situées, je fus témoin d'une façon nouvelle de guérir les douleurs rhumatismales. Pour cela, il faut jeter un gros peloton de laine filé à la statue du saint, le saint patron de la ville. Mais les croyants sont séparés du saint par une grille qui en est bien à 20 pas. Et pour faire effet, il faut que le peloton de laine lancé par un homme qui a un rhumatisme à la jambe gauche, par exemple, atteigne précisément la jambe gauche du saint. Le malade lance donc des pelotons fort gros jusqu'à ce qu'il ait atteint chez le saint la partie du corps dont il a à se plaindre. Et l'on veut que le clergé tolère la liberté de la presse. Autre exemple. Dans une ville voisine, on a l'usage d'enfermer les fous dans la crypte ou dans l'église souterraine de l'église principale du village. Et je demandais au bedeau, les fous, ils sont guéris? Oh, monsieur de mon temps, on en a bien mis 3. Mais
Ça n'a pas réussi. Il criait beaucoup. Et l'un d'eux est même devenu perclus de rhumatisme, il a fallu le retirer. Mon ami Appiani, qui ne croit à la vertu qu'en dernière extrémité, et avec lequel j'allais ce soir à la chasse des idées, me confie. La force d'âme qu'employait Éponine, et cela avec un dévouement héroïque, à faire vivre son mari dans une caverne sous terre et à l'empêcher de tomber dans le désespoir. Les mêmes s'ils eussent vécu tranquillement à Rome. Cette force d'âme, elle l'eût employée à avoir un amant. Ah, il faut un aliment aux âmes fortes. Près de Melito. Il y a quelques mois qu'une femme mariée de ce pays, connue par la piété ardente autant que par la rare beauté, eut la faiblesse de donner rendez-vous à son amant dans une forêt de la montagne, à 2 lieues du village. L'amant fut heureux. Après ce moment de délire, l'énormité de Sappho opprima l'âme de la coupable. Elle restait plongée dans un morne silence. « Pourquoi tant de froideur ?» lui dit l'amant. Je songeais au moyen de nous voir demain. Cette cabane abandonnée, dans le bois sombre, est le lieu le plus convenable. L'amant s'éloigne. La malheureuse ne revint point au village et passa la nuit dans la forêt, occupée, ainsi qu'elle l'a avoué, à prier et à creuser 2 fosses. Le jour paraît, et bientôt l'amant, qui reçoit la mort de cette femme dont il se croyait adoré. Cette malheureuse victime du remords ensevelit son amant avec le plus grand soin, vient au village où elle se confesse au curé et embrasse ses enfants. Elle retourne ensuite dans la forêt où on la trouve sans vie, étendue dans la fosse creusée à côté de celle de son amant. J'aimerais donner à voir au lecteur ce que c'est que la tranquillité de physionomie d'une belle romaine. Je suis convaincu qu'un homme qui n'est pas sorti de France ne peut s'en faire une idée. À Paris, l'usage du monde se marque par un mouvement imperceptible des yeux et des coins de la bouche, qui peu à peu devient une espèce d'habitude, un tic. Une Romaine, elle, regarde la figure de l'homme qui lui parle, comme le matin à la campagne, vous regardez une montagne. Elle se croirait extrêmement sotte de montrer des dispositions à sourire avant qu'on lui dise quelque chose qui mérite qu'elle rie. C'est cette parfaite immobilité de leurs traits qui rend si flatteuse la moindre marque d'intérêt. J'ai suivi à la campagne quelquefois 3 jours de suite l'expression des traits d'une jeune romaine. Ils étaient immobiles. Et rien ne les faisait sortir de cette expression. Ils n'avaient point d'humeur. Ils n'étaient point sévères, hautains, ni rien de ce genre. Ils étaient simplement immobiles. L'homme le plus philosophe se dit « Ah, quel bonheur de rendre folle d'amour une femme pareille !» Un monsignor romain stupide et fat à couper au couteau avait permis au comte C de faire son portrait. Le comte, excédé de la stupidité de son modèle, ne sachant que lui dire, s'écrie tout à coup: « Vous aurez une mine vraiment imposante quand vous serez pape. » L'abbé rougit beaucoup et ajoute enfin, en baissant les yeux, « Je vous avouerai que je l'ai souvent pensé. » Un jeune homme appartenant aux grandes familles et un habile intrigant songe également à devenir prélat. Un monsignor employé se voit cardinal, et il n'est pas de cardinal qui ne songe à la tiare. Voilà ce qui chasse l'ennui dans la haute société.
Vous-même, ô lecteur, qui riez de leur folie et des ruses de la politique romaine, que deviendriez-vous si vous saviez qu'un prix de 100 millions sera tiré au sort d'ici à 7 ans entre 40 de vos amis? Et vous? Quelle tête ne tournerait pas à cette idée? Il y a 3 jours, qu'un monsieur Smith, anglais puritain, établi ici depuis 10 ans, a jugé à propos de quitter la vie. Il a avalé un flacon contenant une once d'acide prussique. 2 heures après, il était fort malade, mais ne pourrait point. Et pour passer le temps, il se roulait sur le plancher. Son hôte, honnête cordonnier, travaillait dans sa boutique au-dessous de sa chambre. Étonné de ce bruit singulier et craignant qu'on ne gâtasse ses meubles, il monte. Il frappe, pas de réponse. Il entre, alors par une porte condamnée. Il est effrayé de la position de son anglais et envoie chercher M. Travers, chirurgien célèbre, ami du malade. Le chirurgien arrive, médicamente M. Smith et le remet bien vite hors de danger. Mais que diable avez-vous donc bu? De l'acide prussique. Impossible! 6 gouttes vous auraient tué en un clin d'œil. On m'a bien dit que c'était de l'acide prussique. Et qui vous l'a vendu? Un petit apothicaire du quai de Saône. Mais vous vous servez ordinairement chez votre voisin Girard, là, vis-à-vis de votre porte, le premier pharmacien de Lyon. Il est vrai. Mais la dernière fois que j'ai acheté une médecine chez lui, j'ai dans l'idée qu'il me l'a vendu trop cher. L'amour physique a aussi ses coups de foudre. Nous avons vu hier la plus jolie femme et la plus facile de Berlin rougir tout à coup dans sa calèche où nous étions avec elle. Le beau lieutenant Findorf venait de passer. Elle est tombée dans une rêverie profonde, dans l'inquiétude. Le soir, à ce qu'elle m'avoie, elle avait des folies, des transports. Elle ne pensait plus qu'à Findorf, auquel, notez-le bien, elle n'a jamais parlé. Si elle eût osé, me dit-elle, elle l'eût envoyé chercher. Cette jolie figure présentait ainsi tous les signes de la passion la plus violente. Cela durait encore le lendemain. Au bout de 3 jours, Findorf ayant fait le nigaud, elle n'y pensa plus. 1 mois après, il y était odieux. Je connais peu de familles plus heureuses que celle de l'Oberland, partie de la Suisse située près de Berne. Et il est de notoriété publique, 1816, non je mets 1816 pas Et il est de notoriété publique que les jeunes filles y passent avec leur amant les nuits du samedi au dimanche. Les sots qui connaissent le monde pour avoir fait le voyage de Paris à Saint-Cloud vont se récrier. Heureusement, je trouve dans un écrivain suisse la confirmation de ce que j'ai vu moi-même pendant 4 mois. Est-ce que c'est la peine de garder ça? Je crois pas. Non, hein? Ouais. D'accord. Ouais. Ah, c'est un bon paysan. Voilà. Un bon paysan se plaignait de quelques dégâts faits dans son verger. Et je lui demandais, mais pourquoi vous n'avez pas de chien? Et mes filles ne se marieraient jamais. Je ne comprenais pas sa réponse. Il me conte qu'il avait eu un chien si méchant qu'il n'y avait plus de garçon qui osasse escalader ses fenêtres. Un autre paysan, maire de son village, pour me faire l'éloge de sa femme, me disait que du temps qu'elle était fille, il n'y en avait point qui eût plus de veilleurs, qui eût plus de jeunes gens qui allassent passer la nuit avec elle. Un colonel, un colonel estimé, fut obligé, dans une course de montagne, de passer la nuit au fond d'une des vallées les plus solitaires et les plus pittoresques du pays. Il logea chez le premier magistrat de la vallée, homme riche et accrédité. L'étranger remarqua en entrant une jeune fille de 16 ans, modèle de grâce,
et de fraîcheur et de simplicité. C'était la fille du maître de la maison. Il y avait ce soir-là bal champêtre. L'étranger fit la cour à la jeune fille, qui était réellement d'une beauté frappante. Enfin, se faisant courage, il ose lui demander s'il ne pourrait pas veiller avec elle. Ah non, je couche avec ma cousine, mais je viendrai moi-même chez vous. Qu'on juge du trouble que causa cette réponse. On soupe, l'étranger se lève, la jeune fille prend le flambeau et le suit dans sa chambre. Il croit toucher au bonheur. Non, il faut d'abord que je demande permission à maman. La foudre lui moins atterrée. Elle sort. Il reprend courage et se glisse auprès du salon de bois de ses bonnes jambes. Il entend la fille qui, d'un ton caressant, priait sa mère de lui accorder la permission qu'elle désirait. Donc là, on ne la voit pas. Enfin, hein, elle obtient enfin... Ah non, c'est... Normalement, c'est la Elle obtient mère. enfin. Oui, oui. Il entend la fille d'un ton caressant, qui d'un ton caressant priait sa mère de lui accorder la permission qu'elle désirait. Elle l'obtient enfin. C'est toi qui parles. N'est-ce pas, vieux, que tu consens que Trinelli passe la nuit avec monsieur le colonel? Oh de bon cœur! Je crois qu'avec un tel homme, je prêterai encore ma femme. Eh bien, va, dit la mère à Trinelli. Mais sois brave fille, n'ôte pas ta jupe. Au point du jour, Trinelli, respectée par l'étranger, se leva vierge. Elle arrangea les coussins du lit, prépara du café et de la crème pour son veilleur, et après que, assise sur le lit, elle eut déjeuné avec lui, elle coupe un petit morceau de Blutsplets, c'est une pièce de velours qui couvre le sein. Tiens, conserve ce souvenir d'une nuit heureuse. Je ne l'oublierai jamais. Mais pourquoi es-tu colonel? Et lui ayant donné un dernier baiser, elle s'enfuit. Il ne put plus la revoir. Voilà l'excès dont nos mœurs françaises, voilà l'excès opposé à nos mœurs françaises, et que je suis loin d'approuver. Comment peindre le bonheur lorsqu'il n'est pas... Je recommence. Comment peindre le bonheur s'il ne laisse pas de souvenirs? Mortimer revenait tremblant d'un long voyage. Il adorait Jenny. Elle n'avait pas répondu à ses lettres. En arrivant à Londres, il monte à cheval et va la chercher à sa maison de campagne. Il arrive, elle se promenait dans le parc. Il y court, le cœur palpitant. Il la rencontre, elle lui tend la main, le reçoit avec trouble. Bref, il voit qu'il est aimé. En parcourant avec elle les allées du parc, la robe de Jenny s'embarrasse dans un buisson d'acacia épineux. Par la suite, Mortimer fut heureux, mais Jenny fut infidèle. Je lui soutins que Jenny ne l'a jamais aimé. Il me cite comme preuve de son amour la manière dont elle le reçut à son retour du continent. Mais jamais, il n'a pu me donner le moindre détail. Seulement, il tressaille visiblement dès qu'il voit un buisson d'acacia. C'est réellement le seul souvenir distinct qu'il avait conservé du moment le plus heureux de sa vie. Toutes les anecdotes contenues dans ces volumes sont vraies, ou du moins l'auteur les croit-elle. Il n'admet dans son livre que les mensonges absolument indispensables.